Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. 2 mois après le report du référendum constitutionnel, nous voilà fixés définitivement sur une date, celle du 18 juin, annonce faite par le gouvernement. Yaya Konaté nous fera le point des actes posés par les autorités de la transition pour permettre la tenue prochaine de ce rendez-vous national. Laissons modèle au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako sur le projet de nouvelle constitution. Voilà une démarche qui accompagne la vulgarisation déjà en cours du projet validé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. S'en approprier pour mieux connaître le contenu de ce document capital est le défi à relever un message reçu par les populations. Le grand format nous montre ce soir un cas d'école. Taïrou Dambélé, un jeune diplômé de l'IPR de Katibougou, doit et va servir d'exemple à tous ceux qui vont le découvrir. Cet exploitant agricole gagne, tenez-vous bien, bon an, mal an, 500 000 à 2 millions de francs CFA par semaine, rien que dans ses activités de maraîchage et d'arboriculture, quand Dessilé Karamoro Traoré depuis Ségu sont allés à sa rencontre. 3 noms qui définissent rien qu'à leur prononciation l'histoire de la région. Ils sont indissociables et respectivement, il s'agit d'un espace au bois sacré, d'un puits sacré et d'une mare sacrée. Visite guidée sur les pas de notre équipe de reportage de sang dirigée par Drissa Kouni. Bienvenue aux informations, merci de nous rejoindre. 2 mois après le report du référendum constitutionnel, nous voilà fixés définitivement sur une date, celle du 18 juin, annonce faite par le gouvernement. Oui, le référendum avait été reporté sine die en mars dernier pour permettre, entre autres, une vulgarisation du projet de nouvelle constitution et de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections. Retour sur les actes posés pour permettre la tenue du référendum à la nouvelle date fixée, c'est avec Yaya Konaté. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin. Une première étape dans un calendrier électoral qui doit s'achever théoriquement en février 2024 par une élection présidentielle censée marquer le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Si l'acte posé ce vendredi par les autorités de la transition est salué par bon nombre d'observateurs comme un pas décisif dans la marche du pays vers un retour à l'ordre constitutionnel, il est loin d'être isolé car il intervient après un certain nombre de gestes de bonne volonté. En reportant sine die le référendum constitutionnel, le gouvernement, on se rappelle, avait notamment évoqué la nécessité de parachever le découpage territorial, de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections EGE et de procéder à une vulgarisation du projet de nouvelle constitution. 2 mois après, un certain nombre d'avancées sont constatées sur ces différents chantiers. Depuis sa validation par le président de la transition le 15 mars 2023, le projet de nouvelle constitution a été présenté aux forces vives de la nation, aux légitimités traditionnelles et expliqué aux Maliens sur la quasi-totalité du territoire national. Gouvernement, institutions de la République, autorités régionales et locales, mouvements associatifs n'ont ménagé aucun effort depuis pour que les Maliennes et les Maliens s'approprient le nouveau projet de loi fondamentale. Le Conseil national de la transition avait déjà adopté le 20 février le projet de loi portant découpage administratif du Mali. Une réorganisation territoriale qui a retenu 19 régions, 159 cercles, 466 arrondissements, 819 communes, près de 13 000 villages et fractions. Un découpage qui devait servir de boussole pour l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Au terme de la nouvelle loi électorale, l'EGE doit être représentée au niveau du district de Bamako, des régions, des cercles, mais aussi des communes. Installée dans ses fonctions le 10 janvier dernier, l'autorité est chargée désormais de l'organisation des opérations électorales et référendaires poursuit la mise en place de ces démembrements en vue de sa pleine opérationnalisation. Et c'est muni chacun d'une carte d'identité nationale biométrique sécurisée que les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain et pour l'ensemble des opérations électorales à venir. Après une phase de mise à jour des données biométriques, l'opération de remise de ces cartes biométriques sécurisées a été lancée le 11 avril dernier et se poursuit. En annonçant le report du référendum constitutionnel en mars dernier, le gouvernement avait tenu à rassurer ses partenaires quant aux engagements pris par rapport au respect de la durée de la transition. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel après avoir mené les réformes nécessaires demeure une priorité absolue dans le respect de la durée de la transition, avait notamment déclaré le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement.
Leçon modèle au lycée Ba-Aminata Diallo de Bamako sur le projet de nouvelle constitution. L'exercice s'est déroulé en présence du gouverneur du district de Bamako avec comme objectif faire comprendre aux élèves les innovations apportées pour que la nouvelle constitution réponde aux aspirations du peuple malien. Ba Traoré était sur place. La Constitution, définition et rôle dans la vie de la nation. Voilà entre autres concepts que l'enseignant Konima Diarra tente d'expliquer aux élèves de la terminale sciences économiques du lycée Ba-Aminata Diallo de Bamako. C'est au cours de la leçon modèle prônée par l'Académie Rive Droite. Il s'agit pour l'encadrement de faire comprendre aux scolaires les innovations du projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi, il y a, le Parlement devient deux chambres. On a le Sénat qui s'ajoute. Et ensuite, désormais, le président de la République, pour être président de la République, il faut être de nationalité d'origine malienne. Il faut avoir au minimum 35 ans et 75 ans au plus. Il y a aussi, dorénavant, tous les Maliens à l'âge de 18 ans donc, peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie. On a dit que la Constitution, c'est la loi fondamentale qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et la séparation des pouvoirs. Le choix du lycée Ba-Aminata Diallo pour le lancement de cette série de leçons modèles de vulgarisation du projet de constitution n'est pas fortuit. Le lycée Ba-Aminata est un lycée de filles. Et il y a un adage qui dit qui éduque une femme éduque toute une nation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici avec les filles pour qu'elles puissent d'abord s'approprier du contenu du projet et qu'elles puissent être les ambassadrices de cette vulgarisation auprès des familles, auprès des autres collègues, auprès des amis qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Je suis particulièrement satisfait du déroulement des cours. Cela nous rassure quant à l'avenir du document en tant que loi fondamentale de ce pays. Nous ne doutons pas, après ce que nous avons suivi comme explication, comme intervention et participation des filles, que les uns et les autres seront suffisamment imprégnés du document. Le même exercice sera fait dans d'autres écoles pour une meilleure vulgarisation du projet de constitution de la République selon les responsables de l'Académie d'enseignement. Une leçon modèle qui accompagne en tous les cas la vulgarisation déjà en cours du projet de nouvelle constitution validé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. S'en approprier pour mieux connaître le contenu de ce document capital est le défi à relever. Un message reçu par les populations, nous confirme Fousseini Tunkara. Aujourd'hui, le texte révisé a atteint une phase décisive, celle de sa vulgarisation auprès des populations. Pour la réussite de cette étape, s'approprier le document est la seule alternative, une évidence à laquelle se soumet la jeunesse. Il est très important de chercher à connaître ces documents car on ne peut pas décider de voter, d'aider, de soutenir son pays si on ne connaît pas sur quoi il est fondé. Donc c'était de se faire en tant que jeune. J'ai décidé de bien lire et comprendre ce contenu. J'en ai sur mon téléphone, jamais également en version dure. C'est fondamental si nous sommes soucieux du développement ou du devenir de notre pays, de chercher à connaître la Constitution, de savoir quelles sont les dispositions, les différentes dispositions de la Constitution. Et comment nous, en tant que citoyens, nous pouvons contribuer au respect et à la valorisation de ces dispositions-là. La dernière Constitution date de 1992. Nous sommes en 2023. Ça veut dire que ce qui sera retenu dans cette constitution va nous engager pour des décennies à venir. Cette vision qui anime ces jeunes leaders est partagée par les organisations de jeunesse que nous avons pu rencontrer. Et la constitution qui a été travaillée par les commissions et validée par le président de la transition et le président qui a renvoyé l'ensemble des Maliens à la vulgarisation, je crois qu'il est important pour l'ensemble des jeunes, particulièrement les personnes handicapées, de s'approprier de cette constitution. Et je dis particulièrement aux personnes handicapées parce que c'est la première fois où la constitution fait mention des personnes handicapées. Il faut qu'on cherche d'abord la première des choses
à connaître ce qui est au fond de ces documents. Et il est temps qu'on essaye de soutenir aussi la transition. Parce que vraiment, le Mali a besoin de l'unité. Donc il est temps qu'on se donne la main pour un Mali nouveau. J'avoue que les Maliens, les uns et les autres, attendaient impatiemment ce projet de constitution. Et si on se rappelle bien, nous avons échoué à plusieurs tentatives de révision de cette constitution. C'est très capital pour la jeunesse de s'intéresser et aussi de s'approprier du contenu. Qu'est-ce qui est à tirer comme leçon là-dedans, quelles sont les opportunités à saisir, quel est aussi leur rôle à accompagner les autorités pour sa mise en œuvre. Si le projet est déjà à ce niveau, à ce stade, nous devons aussi de nous en approprier et aussi de travailler à la vulgarisation du projet, à sensibiliser, à faire en sorte que les gens puissent maintenant comprendre le contenu du projet. Et une organisation comme la Jeune Chambre internationale Mali s'investira certainement à travailler à la vulgarisation de ce projet de constitution. De nos constats, on note aussi que certaines organisations juvéniles sont déjà actives sur le terrain, comme le cas de la COFOR Mali. Les causeries débat dans les quartiers autour du projet de la nouvelle constitution est sa méthode préconisée. Comme vous voyez, dans les différents quartiers et communes de Bamako et dans les régions aussi où nous rencontrons des organisations de jeunes et de femmes afin de les expliquer le contenu du nouveau projet en langue locale, donc en Bambara, et leur donner la chance de mieux comprendre ce qu'il y a dans ce texte pour les préparer au référendum prochain. Engagés pour jouer toutes leurs partitions, ces jeunes soucieux d'un lendemain meilleur pour le Mali espèrent plus d'efforts des pouvoirs publics pour un référendum réussi autour de la nouvelle constitution. L'Alliance Mali-Tanien, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, l'URD, tous saluent cette décision de l'annonce de la date de tenue du référendum par le président de la transition et réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Ils invitent par ailleurs les Maliens à retirer leur carte biométrique. Parlons d'autre chose. À présent, saviez-vous que notre pays a été sélectionné parmi les pays prioritaires d'Afrique pour bénéficier du programme d'intégration des énergies renouvelables? Oui, c'est un acquis et le financement est assuré par le Fonds d'investissement climatique, la BAD et la Banque mondiale avec la participation de la Société financière internationale. Et c'est justement suite à cette sélection qu'une rencontre nationale de concertation des acteurs sur le plan d'investissement du programme se tient à Bamako sous la houlette de la Direction nationale de l'énergie. D'autres explications avec Jules Sambo-Sissoko. La rencontre des acteurs concernés par le programme d'intégration des énergies renouvelables au Mali a pour objectif de prendre connaissance des projets prioritaires du plan d'investissement du gouvernement en vue de son élaboration. Cela fait suite à la sélection du Mali parmi les 11 pays d'Afrique retenus, dont 5 du Sahel. La mise en œuvre de ce plan contribuera à soutenir les efforts du pays dans la politique d'indépendance énergétique, de développement socio-économique à faible émission de carbone et de l'ajustement de l'accès des Maliens aux services énergétiques, par la mise en valeur du potentiel énergétique national, notamment celui des énergies renouvelables. Le secteur de l'énergie renouvelable ou le secteur de l'énergie en général, c'est un secteur qui intéresse fortement la BOAD. C'est un secteur qui fait partie de ces 5 domaines d'intervention. Nous avons déjà financé beaucoup de projets dans le domaine. La requête du département des mines, de l'énergie et de l'eau a été approuvée dans le cadre de l'initiative DGR to Power, c'est-à-dire exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du Sahel. Ce programme d'intégration des énergies renouvelables au Mali s'intègre donc bien avec cette vision. C'est ainsi que le Fonds d'investissement climatique s'est engagé à accorder au Mali un financement à hauteur de 70 millions de dollars américains pour les investissements prioritaires sous forme de prêts concessionnels et une subvention d'un montant de 500 000 dollars US pour l'assistance technique incluant la préparation du plan d'investissement de ce programme. C'est le lieu pour moi de remercier au nom du gouvernement du Mali à mon nom propre le Fonds d'investissement climatique, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour leur soutien détaillé et constant au développement du secteur de l'énergie au Mali. La rencontre sera sanctionnée par des propositions ou amendements concrets pour la finalisation du plan d'investissement.
Bravo à l'Assaco Djeneka, l'Assaco Fadji et l'hôpital du district sanitaire de la commune 4. Les trois sont les lauréats du concours des districts sanitaires de Bamako et des CESCOM sur la qualité des données sanitaires. Un concours à l'initiative du département de la santé en collaboration avec l'USAID. Cette compétition vise à promouvoir la culture de l'excellence dans la production et l'utilisation des données de qualité à travers une plateforme. La cérémonie de remise avec Barakissa Ouattara et Idrissa Traoré. Ils ont été primés sur des critères bien précis, à savoir la complétude, la promptitude et la qualité des données sanitaires. Le CESCOM de Fadjiguila, Assaco Fadji et l'hôpital du district sanitaire de la commune 4 ont été désignés structures productrices de meilleure qualité de données à travers la plateforme DHS2 pendant l'année 2022. Je suis vraiment très ému pour ce résultat que j'ai reçu. Mais je dirais que c'est un effort collectif. Tous les agents de santé qui se trouvent dans mon structure. Nous avons été évalués sur les données aberrantes, c'est-à-dire des données qui constituent réellement de grosses erreurs, mais qui sont passées sous les yeux des acteurs. Donc nous avons également été évalués sur notre capacité, n'est-ce pas, à saisir ou bien à analyser, à interpréter, à utiliser les données, surtout de la COVID-19 également. Donc ça, c'est parmi tant d'autres critères qui ont été, pour les CCRF, c'est 5 critères et pour les CESCOM, c'est 4 critères. Ce concours est conjointement organisé par le ministère de la Santé et du Développement social et son partenaire USAID Shizu. Il est d'autant plus important qu'il engage l'efficacité de nos systèmes de santé à produire des informations fiables et à temps pour une meilleure gestion des programmes de santé. Si nous voulons gagner le pari de la qualité des données, à travers la complétude, la promptitude et l'exactitude, les saisies doivent se faire de façon systématique. J'en appelle donc au sens de la responsabilité et du devoir des directeurs et chefs de service, producteurs et gestionnaires de l'information sanitaire à prendre des dispositions pour la disponibilité des données de qualité et à temps opportun. Ces concours visent non seulement à promouvoir une culture d'excellence dans la production et l'utilisation des données sanitaires de qualité au Mali, mais aussi susciter l'émulation entre les structures sanitaires. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Et c'est 6 mai 2023. Sur 101 tests réalisés, un cas positif, 0 guéri, 0 décès. Aucun traitement en cours. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Désormais, chez nos libraires, ce essai, le carnet de l'espoir. Son auteur, Nouhoum Sarr, juriste de formation, homme politique et membre du Conseil national de transition CNT. Dans l'ouvrage, l'auteur invite les Maliens à un débat franc et sincère sur la corruption. Le lancement à Bamako a enregistré entre autres la présence de l'ancien Premier ministre, Dr Soumana Sakou, qui a préfacé le livre. Fademba Keïta pour le compte-rendu. Piste de solution aux maux qui gangrènent le Mali du coup d'État de 1968 à nos jours, le carnet de l'espoir, essai de 130 pages, passe au crible les problématiques liées à l'énergie, l'agriculture et l'élevage, l'éducation, la sécurité, la culture, l'économie, l'industrialisation, la diplomatie, la question de l'unité nationale face aux velléités séparatistes et tant d'autres. Il peint avec amertume l'antipatriotisme, conséquence de la corruption généralisée. Dans ce livre, nous retrouvons plusieurs thématiques qui peuvent être regroupées entre différents axes. Le premier axe sur la politique malienne avant et pendant la démocratie. En effet, selon l'auteur, avant les indépendances, l'économie avait été mise en adéquation avec la réalité sociale pour un seul objectif, c'est l'intérêt collectif. Le deuxième axe concerne les problèmes de notre époque. D'abord, les défis sécuritaires. Le carnet de l'espoir est un véritable diagnostic de l'époque coloniale au régime qui se sont succédés au Mali. Il ne s'agit pas d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il s'agit de faire un diagnostic global des tares de la gouvernance démocratique pour administrer un remède vital pour le bien-être de nos concitoyens. Des propos du directeur des éditions Diamana, en passant par l'auteur de la préface du livre, Dr Soumana Sakou, ancien Premier ministre de la transition du Mali de 1991 à 1992, au témoignage des collègues, parents et amis, il y ressort que l'auteur a une bonne assise politique
et intellectuels et des idées de refondation pouvant servir le gouvernement de la transition actuelle. La plume, pour ne pas dire le clavier, très acerbe, très critique sans tomber dans l'esprit de critique, mais très objectif, sans complaisance, différents secteurs de la vie publique, de la vie nationale. Ils les abordent et surtout, ils esquissent aussi des pistes de solutions. Pour le jeune politicien auteur de l'essai, le carnet de l'espoir, la politique est un moyen de chercher les meilleurs pour ses concitoyens. WaterAid lance sa nouvelle stratégie 2023-2028 pour environ 17 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Cette stratégie vise à faire du système eau, hygiène et assainissement une priorité du secteur de la santé pour améliorer la santé publique. Agibou Koulibaly. Avec le lancement de cette nouvelle stratégie, WaterAid entend améliorer l'accès durable des populations à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. À ceci s'ajoute le renforcement de la gouvernance et le dynamisme du secteur eau et assainissement. Eau potable, hygiène, assainissement pour la santé. Parce que toutes nos interventions visent à améliorer les indicateurs en matière de santé de nos populations. Bien entendu, il faut améliorer les conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Il faut également promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement partout. Et bien entendu, un milieu communautaire, mais aussi un milieu de soins, mais aussi dans les écoles. Pour les 5 prochaines années, WaterAid interviendra à travers plusieurs axes. Faire de l'eau, l'hygiène et l'assainissement une réalité pour les 5 prochaines années pour plus de 3 millions de personnes, des Maliens. Nous visons également les établissements scolaires. Pour que nos enfants puissent étudier dans des conditions adéquates, il faut qu'il y ait l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, les autorités se disent prêtes à accompagner WaterAid. C'est un document qui a été élaboré en synergie avec tous ces départements et ça cadre parfaitement avec la stratégie du gouvernement concernant ces 3 volets, à savoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui contribuent fortement à la santé publique de façon générale. La nouvelle stratégie de WaterAid couvrira les régions de Koulikoro, Dioula, Ségou et San. Célébration de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Les activités se poursuivent à la Maison de la Presse. Ce samedi, 2 doyens de la presse ont animé des panels sur les métiers du journalisme et de la communication. Une session de partage d'expériences intergénérationnelles riche en apprentissage, nous précise Bokari Koulibaly. La différence entre journalisme et communication, la notion de l'éthique et de la déontologie des journalistes, l'espace médiatique malien 30 ans après l'avènement de l'indépendance au Mali, autant de sujets qui ont animé cette session de partage d'expériences entre certains doyens de la presse, les journalistes et étudiants en journalisme. Une initiative de la Maison de la Presse en faveur de la Semaine nationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. La Maison de la Presse a organisé ce forum pour pouvoir permettre à quelques responsables, quelques expérimentés en la matière, de partager leur expérience avec les plus jeunes, de leur donner un peu leur vécu, leurs difficultés, mais également les recommandations. Cette session du donner et du recevoir a permis aux participants d'être mieux outillés sur les différentes thématiques abordées. Là, je viens de comprendre, d'après leurs explications, que le journaliste, son rôle, c'est d'informer. Le communicant, c'est en fait un businessman en quelque sorte. Ce genre de rencontre doit être vraiment multiplié parce que quand nous, jeunes étudiants, nous sommes en présence des doyens, forcément on va tirer quelque chose de positif. Là actuellement, on a compris beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris théoriquement. Des panels sur la charte d'antenne des radios et télévisions au Mali, l'avènement des réseaux sociaux et liberté d'expression ou encore médias et protection de l'environnement sont entre autres au programme. Du 2 au 4 juin prochain, Paris sera la capitale de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. 10 pays africains, 100 exposants et 5000 visiteurs sont attendus à ce salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Les organisateurs nous donnent plus de détails dans ce reportage de Ba Traoré. Les promoteurs immobiliers à la rencontre de la diaspora africaine de France et d'Europe. C'est à travers le salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Ce grand rassemblement autour de l'immobilier africain est prévu à Paris du 2 au 4 juin 2023.
Une surface de 5000 m² sera aménagée pour l'événement qui accueille 10 pays. 100 exposants et 5000 visiteurs sont attendus. L'objectif, c'est de pouvoir créer un espace d'échange entre les professionnels de l'immobilier et la diaspora malienne et africaine installée en Europe. Une bonne opportunité pour l'APIM, l'association des promoteurs immobiliers du Mali. L'objectif, c'est d'accompagner l'État, nos autorités, à ce que nos concitoyens aient un logement abordable et puis décent. C'est de faire ces salons, c'est d'inciter encore les promoteurs à venir à ces salons pour répondre à la demande cruciale des logements. Un rendez-vous autour de l'immobilier africain à Paris, la question a suscité des interrogations, mais les initiateurs rassurent. Le choix de la France est clair, parce que le salon est destiné à la diaspora. Et la diaspora, pour nous, ça commence déjà par l'Europe, où il y a une forte communauté africaine, malienne d'abord et africaine d'une manière générale. Et la plus grande concentration, la plus grande communauté se trouve en France. Le salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique sera à sa 6e édition après une interruption due à la crise du Covid-19. Allez, avant Paris, à Menaka, on fume le calumet de la paix parmi les communautés d'Aoussak de 2 villages de la région. Les autorités administratives de la région viennent de réussir une prouesse en mettant fin à 10 ans de conflit. Les populations de ces localités ont définitivement enterré la hache de guerre à travers un protocole d'accord. Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini, correspondance. C'est en présence de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, les autorités politiques et administratives, que les délégations des 2 villages de Timbaou et de Infukareten ont signé l'accord de paix et d'entente qui met fin à plus de 10 ans de conflit entre les 2 communautés. Merci aux participants, aux représentants des 2 communautés de Tinambao et de Infukaretan pour votre engagement, pour votre confiance. Parce que pour accepter de poser son problème devant l'autre, c'est parce qu'on a eu confiance en la personne et qu'on croit que la personne peut vraiment m'aider à régler mon problème. Et aujourd'hui, nous sommes tous là pour pouvoir cueillir le fruit de ce beau travail. Au nom du ministère de la Réconciliation et du gouvernement malien, tous mes remerciements. D'abord au gouverneur de la région de Menaka, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans la gestion, la prévention et la résolution des différents conflits qui y a à travers la région de Menaka. C'est un engagement de cohésion sociale qui vient d'être scellé entre les membres de la même communauté d'Aoussak. Aujourd'hui, toute la communauté d'Aoussak est heureuse d'en tirer la hache de guerre qui minait cette valeureuse communauté. Il y a quelques mois que les démarches ont entamé, on a senti au niveau régional, au niveau de la communauté d'Aoussak, l'intérêt que chacun de vous avait pour la paix et la réconciliation entre inter et extra-communautaire. La paix a un prix, avons l'habitude de dire. Cette entente entre les mêmes personnes d'Aoussak, de 2 villages différents, est un pari qui vient d'être gagné par l'équipe régionale de la réconciliation, la MINUSPA et les autorités de la région de Menaka. 3 salles de classe apportent plus de 21 millions de francs CFA, des infrastructures pour le village de Tientigila, dans la commune rurale du Méguétan, à quelques 7 km de Koulikoro. Une réalisation faite à partir du budget spécial d'investissement de la région. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a fait le déplacement pour l'inauguration des lieux envoyés spéciaux à Tientigila. Boubacar Sissoko, Salif Maïga. Les 3 classes de l'école fondamentale de Tientigila étaient en banco et dans une dégradation avancée, ce qui ne garantissait pas la sécurité des élèves et des enseignants. C'est cette situation qui a conduit le gouverneur de la région à loger les élèves et leurs formateurs dans du neuf et en dur. Les 3 salles de classe, les latrines et la direction ont coûté au budget spécial d'investissement 2021 plus de 21 millions de francs CFA. Le besoin se posait, il fallait construire de nouvelles classes et surtout sur un même endroit. Aujourd'hui, je viens de voir les 3 salles de classe
Vraiment, moi, je suis très content en tant que maire de la commune, surtout que c'était prévu dans notre programme de développement PDC. Demander au directeur d'école d'en faire un bon usage, de bien entretenir les salles de classe, parce que les enfants sont là et il faut qu'ils soient éduqués dans des conditions saines. C'est la campagne de sensibilisation à l'endroit des parents d'élèves, parce que l'école est un tout. Il y a ceux qui font les enseignants, les élèves eux-mêmes, mais les parents d'élèves. Le chef de l'exécutif régional a visité les nouvelles salles de classe. À l'issue de cette visite, il s'est dit satisfait de la célérité avec laquelle les travaux ont été exécutés. Les plus hautes autorités de la transition nous ont instruit d'inscrire parmi nos priorités la prise en compte des difficultés liées aux services sociaux de base. C'est dans cette optique que le gouvernement de Koulikoro, à travers ses services techniques, a planifié un certain nombre de réalisations allant dans ce sens. Nous avons eu à faire beaucoup de réalisations, notamment les périmètres maraîchers, les points barrages, les ponts, les éclairages publics, les pistes rurales, les magasins de stockage de produits agricoles au profit des populations. Et aujourd'hui, parmi ces priorités, inscrire à bonne place l'éducation. Nous voyons cette école-là qui manque de points d'eau. Nous en avons fait un peu dans beaucoup de localités. C'est notre première nouvelle aujourd'hui. Nous allons en tout cas remonter l'information à qui de droit pour que cette école puisse avoir un point d'eau. Les bénéficiaires affirment que ce appui du gouverneur leur va droit au cœur. En guise de reconnaissance, un trophée Tiwara a été offert au gouverneur de région pour ses actions de développement à la base. Les responsables de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba ont choisi donc la ville de Nioro du Sahel pour leur rentrée politique 2023. Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. À la rentrée politique 2023, l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba a choisi la ville de Nioro. Pour la circonstance, plusieurs militants, amis et sympathisants du parti présents dans plusieurs localités de la région avaient effectué le déplacement. Occasion pour les membres de la délégation nationale de montrer les grandes orientations du parti, de préciser les innovations apportées et de se montrer prêts à occuper une place de choix dans les échéances électorales à venir. Nous quittons Nioro plus que satisfaits. Ça a été une très belle rentrée politique. Rentrée au cours de laquelle nous avons procédé à l'état du parti. Nous l'avons fait sans complaisance. Nous avons vu une section très dynamique, une section qui regroupe 15 sous-sections avec des comités, des élus, des maires qui viennent de rallier les partis. Donc nous avons participé aujourd'hui à une très belle rentrée politique, à la limite une fête politique aujourd'hui. Cette rentrée politique a été l'occasion pour les responsables de ADP Maliba de signaler leur engagement pour la paix au Mali et leur soutien à la transition. Les grandes orientations du parti sont un peu plus claires et nous sommes dans une transition. Le soutien du parti à la transition n'a jamais fait défaut. C'était l'occasion pour nous de réitérer ce soutien-là, réitérer le soutien à la transition et à ses autorités. Également informer les militants du parti de toutes les actions que le Bureau national est en train de faire dans le cadre de l'organisation du 3e congrès du parti. Le grand format ce soir, c'est sur un cas d'école. Taïrou Dambélé, un jeune diplômé de l'IPR de Katibougou, doit et va servir d'exemple à tous ceux qui vont le découvrir. Cet exploitant agricole gagne, tenez-vous bien, bon an, mal an, 500 000 à 2 millions de francs CFA par semaine, rien que dans ses activités de maraîchage et d'arboriculture. Kandesila et Karamoro Traoré, depuis Ségou, sont allés à la rencontre de notre ingénieur agronome de formation. Suivons ensemble. Quand l'agrobusiness devient un modèle de développement, le cas de Taïrou Dambélé est une illustration parfaite, voire un cas d'école en matière d'entrepreneuriat agricole. Cet ingénieur agronome de formation, sortant de l'IPR de Katibougou, a opté pour le secteur agricole pour s'épanouir. Contrairement à beaucoup de jeunes diplômés à la recherche d'un hypothétique emploi bureautique ou qui ont choisi la migration, Taïrou a décidé de s'installer à Konodumini, à une vingtaine de kilomètres de Ségou, dans la zone officerie pour s'adonner au métier de la terre. Au niveau de Konodumini, je cultive environ une quarantaine d'hectares.
Donc en termes de riziculture, là j'ai fait 20 hectares en zone de submersion contrôlée. Et maintenant en termes de ferme, j'ai une superficie cumulée totale à 13 hectares. C'est une activité qui rapporte. Parce que aller chercher de l'arrière ailleurs, là, ça ne se justifie pas dans notre contexte. Nous avons le sol, autrement dit la terre partout au Mali. Et partout au Mali, nous avons de l'eau. Sur les différents sites consacrés au maraîchage, les travaux de récolte battent leur plein. Gombo par-ci, oignons, tomates par-là, des pastèques, piments, melons et d'autres spéculations qui vont ravitailler les différents marchés. Dans le domaine de l'agrobusiness, si on veut se lancer là-dedans, c'est simple, c'est pas aussi compliqué que ça. Un jeune en forme, il peut irriguer au moins 100 pieds de papaye par jour, de façon manuelle, avec sa main. Donc, un pied de papaye rapporte au minimum 30 000 francs. Il faut multiplier ces 30 000 francs-là par 100 pieds, ça donne 3 millions. Donc, comme ça, on peut démarrer. Mais si on met toujours les questions des moyens devant, on est bloqué. En plus du maraîchage, Tahirou pratique l'arboriculture. Ici, sur le site de 2,5 hectares, on y trouve plusieurs variétés d'oranges. La commercialisation des produits se fait par livraison aux différents points de vente. C'est une première livraison pour les pastèques. Mais avant, ce sont les oranges il y a quelques mois. Pour les pastèques, nous les vendons entre 2000 et 3500 francs CFA. Et l'affluence des clients est grande, surtout les soirs. Ils nous livrent du piment, des tomates et beaucoup d'autres produits légumineux, 1 à 2 fois par semaine. Aujourd'hui, les étals de Ségou sont bondés de produits autrefois introuvables en cette période et qui se vendent comme des petits pains. Tahirou nous ravitaille avec plusieurs produits. Souvent, nous les payons sur place. Souvent aussi après la vente. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Difficile de passer un bon moment sans un coup de fil tant les commandes pleuvent. Nous avons des clients à Ségou, nous avons des clients à Bamako. De façon cumulée, si on prend le chiffre d'affaires, ça varie de 500 000 jusqu'à 2 millions par semaine. Par exemple, si vous considérez avec les périodes de récolte de melons, par jour, on peut récolter jusqu'à 5 tonnes de melons. Et la tonne fait 500 000 francs. Imagine, si tu as 2 tonnes, tu as 1 million. En plus du maraîchage et de l'arboriculture, Tahirou s'évertue à améliorer les races locales à travers l'élevage des bovins et l'aviculture. La riziculture n'est pas une activité non moins importante. Là, l'ingénieur agronome développe la riziculture à partir de l'eau souterraine. À partir de 2017, le fleuve n'a pas atteint sa crue et par conséquent, la plaine irriguée par submersion contrôlée n'a pas pu être irriguée. Donc il y a eu des problèmes, même pour s'approvisionner en semences. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis en place un système d'irrigation qui s'appelle RTS, la rampe à tuyau souple. Donc je me suis dit que je vais expérimenter le riz avec ça. Si ça marche, donc on pourra faire le riz partout au Mali, même s'il n'y a pas de fleuve. Le système repose sur quoi? Il y a 2 puits à grand diamètre ici. Et à partir de ces 2 puits à grand diamètre, nous avons mis des pompes immergées. Donc ces 2 pompes immergées font extraire de l'eau dans ces puits pour les mettre dans que vous voyez le château. Et maintenant, à partir du château, il y a un système d'amener principal qui est là. Et au niveau de chaque petit bassin que vous voyez ici, il y a une prise d'eau. Et maintenant, la prise d'eau est raccordée à un tuyau souple, ce qui donne le nom même rampe à tuyau souple. À partir de là, on met de l'eau là-dedans à volonté. Dans le système de riziculture avec submersion contrôlée dans la zone ORS, le rendement dépasse rarement 2 tonnes à l'hectare. Mais avec ce système, nous sommes allés jusqu'à 10 tonnes à l'hectare.
Le moins qu'on puisse dire est que l'expertise de l'ingénieur agronome Taïrou Dambélé, posée ici à Konodumini, est un cas d'école. Au regard du système d'exploitation, tous les sites fonctionnent à partir du système solaire et les plantes reçoivent l'eau avec des rampes installées suivant la technique de goutte à goutte. Mieux, notre paysan essaye de minimiser la dépendance de l'engrais chimique à travers la fumure organique par compostage. Cas d'école enfin qui doit davantage inspirer plus d'un, car le Mali croit ou le renouveau du Mali passe par de telles initiatives, c'est-à-dire une jeunesse engagée dans les actions de développement. Voilà, la terre ne ment jamais. Et que direz-vous d'aller ensemble dans la ville de Santoro, Carantela et Sanké, 3 noms qui définissent rien qu'à leur prononciation l'histoire de la région. Ils sont indissociables. Il s'agit de Santoro, espace au bois sacré, Carantela, le puits sacré et Sanké, la mare sacrée. Qui représente ces sites pour les Sanois? Notre correspondant sur place, Dressa Kone, est allé auprès de la famille fondatrice de la ville, les Traoré, pour en savoir plus. Regardons. Bienvenue à Santoro et Carantela. C'est le dialecte d'accueil lorsque vous foulez le sol des sangs. Et bien sûr, vous avez déjà entendu parler du Sankémon, la pêche collective qui se tient chaque année dans la mare Sanké. Voilà donc d'entrée de jeu les 3 sites sacrés indissociables des sangs, Santoro, l'espace au bois sacré, Carantela, le puits sacré et Sanké, la mare aux poissons. Selon l'histoire qu'on raconte, il faut remonter au XIVe siècle où tout commence avec un chasseur marca du nom de Bakore Traoré, venant du village de Thion, localité située à 40 km sur la RN6 à l'est de Sang. Ce dernier s'égara avec son chien, puis découvrit un figuier aux fruits mûrs appelé en bambara toro. C'est lui qui finira par s'installer ici, au niveau de ce bois, sous un figuier qu'on appelle le taureau, et qui va prendre le nom de Santoro quand il aura définitivement pris possession de ces lieux. 1101. Je passe l'année ici. Alors, en ce temps, les hommes se livraient surtout à la chasse et à la cueillette. Mais l'endroit était propice aussi pour la culture. Chemin faisant, alors l'endroit était tellement giboyeux qu'il ne voyait que chasser, faire cesser la viande avant de retourner chez lui. Mais malheureusement, il est tombé en panne d'eau. Ainsi désemparé, son compagnon fidèle, le chien nommé Daffy, découvrit un puits rempli d'eau fraîche, ce qui consolida les convictions du père fondateur de la cité. Il s'est retrouvé ici grâce à son chien qui a découvert ici une source d'eau, un puits artésien. Il a bu, il s'est trempé, il a été se frotter à son maître qui a compris que le chien a découvert de l'eau quelque part. Il a suivi et il est venu ici. Arrivé en ce lieu maintenant, il s'est écrit pour dire que tous les dangers sont écartés. Karatina Tuguni. Donc, ce qui fait par la suite, avec les déformations dialectales, Carantela. Et le quartier actuellement porte le nom, sinon dans le temps, c'était le quartier Traorla. Ainsi arriva le 3e larron, la mare aux poissons Sanké, d'où les 3 sites indissociables qui composent l'emblème de la ville de Sang, Santoro, Carantela et Sanké. Le 3e site, ce sera Sanké, que le chien va découvrir aussi. Une mare et qu'il va montrer aussi à son maître. Mais à l'époque, le Sanké était tellement entouré de ronces qu'il a fallu de l'appoint d'un village qu'on appelle Terakongo pour débroussailler les lieux et pouvoir accéder à l'eau et y mener des pêches. Ce qui fait que la pêche annuelle du Sanké, qu'on a instituée comme un rite, c'est fait seulement un jeudi. Ça se passe un jeudi. Le plus souvent, ça coïncide avec l'étiage, le mois de juin donc. Comprenez donc que depuis ce jeudi, journée de défrichage du pourtour de la mare au XIVe siècle à nos jours, le Sankémon est toujours pratiqué un jeudi. Cette année, ce rite de pêche collective qui est à sa 623e édition se tiendra le 8 juin prochain.
Pendant cette fête traditionnelle chère aux Sanois, les bois de Tirikungo et Parana observent une danse traditionnelle sur les sites de Santoro et Karantela. Également, une nuit de danse traditionnelle accordée à ceux-ci, ainsi que le passage des officiels sur les deux sites Santoro et Karantela sont des préalables à la pêche, d'où ce vœu. Il y a une culture à chaque peuple qu'il faut essayer de sauvegarder. C'est pour cela qu'il faut sauvegarder notre culture. La danse autour de Santoro, la danse autour de Karantela ici, il faut les sauvegarder en les inscrivant au niveau du patrimoine national tout au moins. En reconnaissance aux compagnons de Bakore Traoré, le chien demeura le totem des Traoré de la famille fondatrice des Sangs. Le chien pour les Traoré des Sangs, c'est un animal que nous protégeons. Un animal totem, c'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas musulmans ne le mangent pas. Nous respectons cela. Nos vieux nous disent que si nous rentrons dans une fumée de chiens, nous finirons par être aveugles. Il y a la cécité qui va s'implanter. Quoi qu'il advienne, Santoro et Karantela occupent une place de choix dans la vie des Sanois. Voilà, le Mali riche de sa culture, ce qui nous amène au sport. Koji Sibi, bonsoir. Bonsoir Niali, bonsoir à tous. Koji Sibi, je pensais que vous étiez déjà parti dans les champs après avoir vu Tahirou Dembélé. On a suivi ensemble tout à l'heure. Ça m'a beaucoup inspiré. N'est-ce pas? Peut-être que le journalisme, on va mettre de côté un jour, dans les jours à venir ou pas. Et travailler la terre. Comme vous l'avez dit, la terre ne ment pas. Merci Koji. Donc, nous allons parler de sport. En attendant, on connaît désormais le tableau complet des demi-finalistes de la 62e Coupe du Mali de football. Le dernier quart de finale, elle lui a vu la victoire 5-2 de Binga FC aux dépens de l'ASRL de Bamako. Les jeunes de Binga ont fait la décision à l'issue des prolongations. Le temps réglementaire était donc soldé par 2 buts partout. Eh bien, la rencontre c'était au stade de Djara H de Koulikoro, d'où se trouvait donc notre reporter Daouda Kone qui nous fait le compte rendu. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les rouges et blancs de Binga FC ont signalé leur ambition en marquant dès la 3e minute de jeu par Souleymane Dramé, 1-0. Les Scorpions de Bamako, cueillis à froid, tentent de réagir. C'était sans compter sur la détermination des joueurs de Binga FC qui se sont procurés des meilleures occasions de but de la première partie. Score 1-0 pour Binga FC. Au retour des vestiaires, les deux équipes n'ont rien proposé d'intéressant, surtout du côté des réalistes qui sont menés au score. Moins entreprenants et peu ambitieux, les Noirs et Blancs vont encaisser le 2e but à la 73e minute de jeu par Nama Keita qui, sur du plat du pied, met la balle au fond du filet. 2-0 pour Binga. Ce but sonne la révolte chez les Scorpions qui vont réduire la marque par Ibrahima Sidibé dit Ibra à la 76e minute et obtiennent l'égalisation à la 87e minute par Abdraman Traoré dit Herba. 2 buts partout. Score après 90 minutes de jeu. Place donc à la prolongation. En tout début de cette période, Nama Keita réalise son doublé du jour, le 3e de Binga SC. Il récidive à la 109e et 118e minute pour le 4e et 5e but de son équipe, son 3e et 4e but du jour. Un quadruplé donc. Il force les Scorpions à rendre les armes. 5-2 pour Binga FC qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Mali édition 2023. Quadruplé de Nama Keita et dire que Nama Keita a quitté le Real. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, on va dire que le Binga FC donc rejoint en demi-finale les équipes du Stade malien de Bamako, l'AS Bakardian de Baroueli, les 11 créateurs de Nyarela et le tirage au sort des demi-finales est prévu lundi en direct dans l'émission Score. Dans l'émission Score, le rendez-vous est pris. À présent, Koji Sibi retourne sur le tirage au sort des poules de la CAN des moins de 23 ans effectué hier vendredi. Oui, le tirage au sort est effectué qui a donné donc le résultat suivant. Vous apercevez donc la composition des poules. Le Mali est logé dans le groupe B avec l'Égypte, le Gabon et le Niger. Ce groupe sera basé à Tanger. La première rencontre du Mali, c'est le 25 juin contre le Gabon. Et quant au groupe A, il sera donc à Rabat.
et est composé du pays hôte, le Maroc, ensuite le Ghana, le Congo et la Guinée. La phase finale de cette CAN des moins de 23 ans, c'est du 24 juin au 8 juillet du côté du Maroc. Voilà, on va dire bonne chance donc au moins de 23 ans du Mali. Chance, parce que Siragatou Cissé nous dit que la bataille sera rude. Ah oui. Et quand on voit comment le Mali s'est qualifié brillamment à cette phase finale, on attend avec beaucoup d'impatience ce que le Mali va donc montrer comme face à cette phase finale de la CAN des moins de 23 ans. Avec de bons résultats. Koji Sibi, c'est tout pour ce soir? C'est tout pour ce soir. Mais on se retrouve demain. Inch'Allah. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur ORTM1. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Grand merci à nos téléspectateurs de Bamba, Maza, Taoussa, dans le cercle de Bourem, région de Gao. Bonsoir à tous.